Nous continuons notre exploration des algorithmes de tri avec le tri par fusion. C'est le premier tri dans ce que nous voyons qui est très largement utilisé en pratique. En C++, par exemple, la STL en fournit une mise en œuvre sous le nom de stable sort. En Java, ce sera le tri utilisé par défaut pour trier une collection d'objets. Les collections de type simple, par contre, seront triées par tri rapide, que nous verrons ensuite. Le principe du tri fusion, c'est d'utiliser une approche récursive. Pour toutes les approches récursives, on a toujours la même chose, un cas trivial, un cas général. Le cas trivial sera toujours le même cas trivial dans le cas des tableaux à trier. C'est que pour trier un tableau de un élément, il suffit de ne rien faire. Ce qui est bien plus intéressant, évidemment, c'est le cas général. Le cas général, on peut s'inspirer de l'approche de César, diviser pour mieux régner. L'idée, c'est que on va supposer qu'on sait trier un tableau de n demi-éléments, et on va voir en quoi ça nous aide à trier un tableau de n éléments. Plus précisément, si on est capable de trier deux tableaux de n demi-éléments, comment est-ce que cela nous aide à trier un tableau de n éléments? C'est ce qu'on appelle l'étape de fusion. Si on a donc deux tableaux qui sont déjà triés, c'est le cas ici avec nos deux paquets de cartes. À gauche, nous avons les cartes 2, 3, 6, 8 dans l'ordre croissant. À droite, les cartes 4, 5, 7, 9 en ordre croissant. Et nous voulons créer un tableau fusionné, donc ici un paquet de cartes fusionné, avec toutes les cartes par ordre croissant, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors pour faire ça, on va commencer par sélectionner la carte la plus petite. Et pour trouver la carte la plus petite parmi ces 8 cartes, il suffit de comparer les deux cartes les plus petites de chacun des paquets. Alors ça c'est facile, hein. Comme elles sont triées par ordre croissant, eh bien elles sont juste au début du paquet. Donc pour savoir quelle est la carte la plus petite du tableau fusionné, il me suffit de comparer 2 et 4. Je vois que 2 est plus petit que 4. Et donc je prends 2 comme carte la plus petite de mon paquet fusionné. J'ai retiré 2 du paquet de gauche, il me reste 3, 6, 8. Mon paquet de droite n'a pas bougé. Maintenant, je répète la procédure. La carte suivante à placer dans mon tableau fusionné, c'est la plus petite parmi toutes les cartes restantes. C'est donc la plus petite entre 3 et 4, les deux cartes les plus petites des deux paquets. Donc 3 est plus petit que 4, je prends 3. Je refais la même procédure. 4 est plus petit que 6, je prends 4. 5 est plus petit que 6, je prends 5. 6 est plus petit que 7, je prends 6. 7 est plus petit que 8, je prends 7. 8 est plus petit que 9, je prends 8. Et puis là, à la fin, je me retrouve avec des cartes d'un seul côté. Donc je vais simplement prendre les cartes restantes. Ici, juste les 9. Et voilà, mon tableau est fusionné. Pour résumer donc cette étape de fusion, elle prend en entrée deux tableaux qui sont triés par ordre croissant et elle génère en sortie un tableau fusionné, c'est-à-dire qui contient tous les éléments des deux tableaux originaux et trié par ordre croissant. L'algorithme en est assez simple, il consiste à comparer le premier élément de chacun des deux tableaux, qui est donc aussi le plus petit élément de chacun des deux tableaux, à choisir le plus petit des deux et le déplacer dans le tableau fusionné. Et puis à recommencer jusqu'à ce que les deux tableaux soient vides. Pour mettre en œuvre cette condition jusqu'à ce que les deux tableaux soient vides, il y a plusieurs approches possibles. On ne peut évidemment pas comparer les deux plus petits éléments de chacun des tableaux avant d'être sûr que les deux tableaux ne sont pas vides. Donc il faudrait faire un test, est-ce que le tableau droit est vide? Si oui, copier ce qui reste du tableau gauche. Est-ce que le tableau gauche est vide? Si oui, copier ce qui reste du tableau droit. Et sinon, faire cette comparaison des deux petits éléments. Une approche alternative, qui est peut-être plus simple à mettre en œuvre, consiste à utiliser ce qu'on appelle des sentinelles. Dans le cas de notre jeu de cartes, ça consisterait à placer des jokers en fin des deux paquets à fusionner. Et de convenir que la carte joker est toujours plus grande que toute autre carte, quelle que soit l'autre carte avec laquelle on fait la comparaison. Dans ce cas-là, l'écriture de l'algorithme sera un peu plus simple, puisqu'il suffira de fusionner le bon nombre d'éléments, c'est-à-dire la somme du nombre d'éléments qu'il y avait dans les deux tableaux. Et quand on a fini la fusion, eh bien, il nous restera juste les deux jokers, donc les deux sentinelles, qui seront présentes dans les deux tableaux, et celles-là, on ne les fusionne pas. L'approche qu'on a choisie pour notre pseudocode fonctionne comme cela.
Donc, pour notre pseudocode, en entrée, on a un seul tableau en fait, mais ce tableau a les éléments de P à Q qui sont triés, donc de l'indice P à l'indice Q compris, et les éléments de Q plus 1 à R qui sont triés. Donc nos deux sous-tableaux sont la partie du tableau A qui va des indices P à Q compris, et la partie du tableau A qui va de l'indice Q plus 1 à R compris. La première étape consiste à copier le contenu du tableau A entre les indices P et Q dans un autre tableau qu'on appelle L, le tableau gauche, left en anglais, et copier l'autre partie du tableau qu'on doit fusionner, donc les indices de Q plus 1 à R, dans un autre tableau annexe qu'on appellera R. On insère aussi des sentinelles en fin de ces deux tableaux, L et R, des sentinelles dont on est sûr qu'elles sont plus grandes que tout élément de L ou de R. Et puis on commence une boucle, une simple boucle, mais pour laquelle on va utiliser trois indices. L'indice I qui va parcourir le tableau L, l'indice J qui va parcourir le tableau R, et l'indice K qui va parcourir la portion du tableau A dans laquelle on doit fusionner. Donc notre indice K va être incrémenté à chaque étape dans une boucle for classique. Par contre, on va incrémenter soit I, soit J, en fonction que l'on déplace un élément du tableau L ou du tableau R. Alors si l'élément le plus petit de L est plus petit ou égal au plus petit de R, alors on va déplacer l'élément L de I à l'emplacement A de K et on va incrémenter uniquement le compteur I. Sinon, on déplace l'élément R de J et on incrémente le compteur J. Ainsi, on va parcourir simultanément les tableaux L et R et déplacer chacun à leur tour les éléments dans le tableau A. Ça nous donne l'étape de fusion. Il reste à écrire l'étape de récursion. Alors, pour la récursion, l'idée c'est qu'en entrée, on a un tableau non trié, en sortie, on doit avoir un tableau trié. Alors, c'est évidemment pour cette approche de récursion qu'on a besoin d'un cas trivial. Donc, le cas trivial, simplement, on ne fait rien quand le tableau n'a qu'un élément. Le cas général consiste à diviser le tableau en deux parties les plus égales possibles. Alors, si la taille du tableau est paire, on peut faire exactement égal. Si c'est impair, il faut choisir si on donne à gauche ou à droite un élément de plus que de l'autre. Une fois qu'on a fait ça, on va trier les deux sous-tableaux et ça, on va le faire récursivement. Donc, on va répéter cette approche. Et finalement, après avoir trié, on va faire la fusion. Donc, l'essentiel du travail dans un tri par fusion, il est fait en retour de récursion. En descendant la récursion, on ne fait rien. C'est en sortant de la récursion qu'on va faire toutes les fusions. Si on regarde le pseudocode qui correspond, il prend en entrée un tableau A dont on doit trier les éléments entre l'indice low et high, high compris. En sortie, on veut avoir ce tableau trié. Enfin, cette partie du tableau trié. Alors, le cas trivial, c'est que si low et high sont suffisamment proches pour qu'il n'y ait qu'un seul élément, voire moins, il ne faut rien faire, c'est ce qu'on teste. Si high est plus petit ou égal à low, alors il y a un élément si c'est égal, 0 si c'est plus petit, et on retourne sans rien faire. Sinon, on doit calculer l'indice mid qui est à mi-chemin entre low et high. Alors, si vous vous souvenez de l'algorithme de recherche dichotomique, quand on veut calculer un indice qui est à mi-chemin entre deux autres, on ne fait pas low plus high divisé par 2, mais bien low plus la différence entre high et low divisé par 2. Ça évite de déborder, et si on travaille avec des pointeurs ou avec des itérateurs, ça rend le calcul valide. Une fois qu'on a calculé cet indice mid, eh bien, on peut faire nos deux appels récursifs. Un qui demande de trier la partie du tableau A entre low et mid, mid compris. Le deuxième qui demande de trier la partie du tableau A entre mid plus 1 et high, high compris. Une fois qu'on a fait ça, on a les deux parties de sous-tableau sont triées et on peut appeler la fonction de fusion avec les indices appropriés. Alors l'illustration ici à droite vous permet de visualiser l'évolution du tableau au cours du tri fusion. Alors évidemment, on n'a pas été jusqu'au bout des récursions. On représente ici
comme étape élémentaire le tri d'une dizaine d'éléments. Donc la première ligne, on a trié un tableau, enfin une partie du sous-tableau d'une dizaine d'éléments. Puis on trie la deuxième partie du sous-tableau du deuxième élément. Et puis on fait la fusion de ces deux sous-tableaux pour obtenir une version fusionnée. On fait la même chose avec les deux parties suivantes. On les fusionne, on obtient les deux premières parties qui sont fusionnées. Et on finit par fusionner ces deux parties pour avoir la première moitié du tableau qui fusionne, etc., etc. Une première caractéristique très intéressante du tri par fusion, c'est sa complexité. Elle est linéarythmique, ce qui veut dire qu'elle est en grand O de n fois log de n. On peut le visualiser expérimentalement, comme je l'ai fait ici, ou on peut réfléchir de manière un peu plus théorique à ce qui se passe. Alors, si on s'intéresse à la complexité, il y a deux cas. Il y a le cas trivial et le cas général. Si on mesure par exemple le nombre de comparaisons, eh bien, dans le cas trivial, on a zéro comparaison puisqu'on ne fait aucune comparaison, on ne fait rien pour trier un tableau de un élément. Donc, le nombre de comparaisons pour trier un élément, c'est zéro. Dans le cas général, le nombre de comparaisons pour trier n éléments, eh bien, on va avoir l'étape de fusion qui, typiquement, demande de faire n comparaisons. Éventuellement n-1, mais ça ne change pas grand-chose. Et puis, on a aussi les deux appels récursifs. Alors, les deux appels récursifs vont coûter deux fois le nombre de comparaisons qui est nécessaire pour trier n demi-éléments. Alors, en appliquant la même chose à c de n demi, eh bien, on aura n demi plus 2 fois c de n4, enfin de n sur 4. Et donc, si on a deux fois ça, on a 2 fois n demi plus 4 fois c de n sur 4. Et si on applique la même formule à c de n sur 4, eh bien, on a donc 4 fois n sur 4 plus 8 fois c de n sur 8. Alors, chacun des termes ici vaut n. On a n, plus 2 fois n demi, ça nous donne n, plus 4 fois n sur 4, ça nous donne n, etc., etc. La seule question, c'est de savoir combien de termes on va avoir. Alors, sachant qu'on commence avec n et qu'on s'arrête quand on arrive à la valeur 1, en divisant par 2 à chaque fois, c'est clairement le logarithme en base 2 de n termes qu'on va avoir. Et donc, la complexité, elle sera en n fois logarithme en base 2 de n. Si la complexité temporelle est tout à fait intéressante en n fois log de n, la complexité spatiale, c'est-à-dire la quantité de mémoire qui est nécessaire pour appliquer cet algorithme, c'est moins bon. C'est moins bon parce que dans l'algorithme qu'on a utilisé, on a besoin d'un tableau auxiliaire, les deux tableaux L et R, et en tout, la quantité de mémoire auxiliaire dont on a besoin, c'est de pouvoir copier entièrement l'original. Donc ça, c'est négatif. Par contre, on a un point positif qui est la stabilité. Alors, le tri fusion, il est stable. Et pourquoi est-ce qu'il est stable? Et comme toujours, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'ai deux éléments qui sont égaux? Alors, au niveau de l'étape de fusion, qui est celle où on déplaçait les éléments, si L de I et R de J sont égaux, eh bien, on va choisir L de I. Si vous regardez l'algorithme à droite, si L de I est plus petit ou égal à R de J, alors on choisit L de I. Et comme les éléments à gauche étaient avant les éléments à droite, placez d'abord les éléments qui étaient avant dans le tableau, ça maintient l'ordre relatif. Et donc le tri écrit comme cela est stable. Alors, on peut faire d'autres améliorations à l'algorithme de tri par fusion. Notamment, on peut diminuer le nombre d'écritures dans les tableaux. Tel que je vous l'ai décrit, fusionner, ça requiert deux copies de chaque élément. Une copie qui l'emmène du tableau A au tableau temporaire L et R, et puis une deuxième copie qui la ramène de L et R dans A. D'ailleurs, si vous regardez l'évaluation expérimentale, on a à peu près deux fois plus d'écriture que de comparaison, ce qui traduit le fait qu'on fait deux copies par comparaison. On peut faire mieux que cela. Pour ne faire qu'une copie, ce qu'on fait typiquement, c'est qu'on va allouer un grand tableau T de la même taille que A et qu'on va alterner le rôle de A et T
pour la fusion. Donc on va fusionner une partie du tableau A, enfin deux parties du tableau A en une partie du tableau T, et puis à une étape, et puis à l'étape suivante, on fusionnera deux parties du tableau T pour les mettre dans le tableau A. Donc en alternant les rôles de A et T d'une étape de récursion à l'autre. C'est un petit peu plus difficile à écrire du point de vue des appels récursifs, mais c'est pas prohibitif et ça permet de diviser par deux le nombre d'écritures. Il y a plusieurs autres optimisations possibles. Par exemple, faire tous ces appels récursifs, c'est assez cher quand on veut traiter des petits tableaux. Un simple tri par insertion sera plus efficace pour des tableaux jusqu'à une dizaine d'éléments. Et donc, il est tout à fait pertinent de remplacer le cas trivial qu'on a utilisé jusqu'ici, qui consistait à ne pas trier un tableau de un élément, par un cas trivial un peu plus complexe, où quand on arrive à un tableau de moins de 10 éléments, eh bien on choisit de le trier par tri par insertion, plutôt que par un tri par fusion. Quand on fait ça, on obtient une méthode hybride, qu'on appelle par exemple TeamSort, et qui mélange ces tri par fusion et par insertion. Une autre optimisation possible consiste à ne pas utiliser une approche récursive, mais plutôt une approche itérative. Dans ce cas, on travaille typiquement de bas en haut, c'est-à-dire qu'on commence par considérer que notre tableau est en fait une collection de plein de petits tableaux de un élément. Alors on va les fusionner deux par deux pour obtenir plein de petits tableaux de deux éléments. On va de nouveau les fusionner deux par deux pour avoir plein de petits tableaux de quatre éléments. Et puis on va continuer par les fusionner deux par deux avec des tableaux de 8 éléments, puis de 16, etc. Jusqu'à ce qu'on finisse par n'avoir qu'un seul tableau qui est fusionné. Il est également possible de mettre en œuvre le tri par fusion de manière à ce qu'il s'effectue en place, c'est-à-dire sans tableau annexe, avec une complexité spatiale minimale. Mais c'est un algorithme sensiblement plus complexe et à mettre en œuvre et en temps. C'est-à-dire que plutôt que d'être en n fois log de n, on sera en n fois log carré de n. Mais c'est parfois utile, et notamment le tri par fusion qui est mis en œuvre dans la STL, donc Stable Sort, offre cette possibilité. S'il n'arrive pas à allouer la mémoire nécessaire pour créer un tableau annexe, eh bien, il va s'effectuer un petit peu plus lentement, mais il va quand même fonctionner. Regardons maintenant comment ce tri s'exécute en pratique. Donc à droite, vous avez le tableau que l'on veut trier, exemple de tri. Et dans la colonne du milieu, vous avez le nom de la fonction qu'on est en train d'exécuter. Donc le premier appel, c'est un merge sort avec comme indice de 1 à 12, donc l'ensemble du tableau. Cette fonction merge sort, elle doit faire deux appels récursifs. Un merge sort de 1 à 6 pour la première partie du tableau, et le deuxième, un merge sort de 7 à 12, mais elle le fera bien plus tard quand elle sera ressortie de l'appel récursif à merge sort de 1 à 6. Merge sort de 1 à 6 fait un appel à merge sort de 1 à 3. Merge sort de 1 à 3 fait un appel à merge sort de 1 à 2. Merge sort de 1 à 2 fait un appel à merge sort de 1 à 1. Et un appel à merge sort de 2 à 1. Mais tous ces appels avec un seul élément, je les ai simplement remplacés par des points. Le premier moment où on va commencer à modifier le contenu du tableau, en tout cas potentiellement, c'est après tous les appels récursifs fait par merge sort de 1 à 2, c'est la fusion. Donc on va fusionner, alors on va fusionner un tableau d'un élément avec E, un tableau d'un élément avec X, et ils sont déjà dans le bon ordre, donc on ne va pas y toucher. Ensuite on retourne dans merge sort de 1, 3, et la dernière étape de merge sort de 1, 3, c'est la fusion. On va donc fusionner les deux premiers éléments avec le troisième, et donc fusionner EX avec E, ce qui nous donne EEX. On sort de cette fonction fusion, on sort de la fonction merge sort 1, 3, et on arrive dans la fonction merge sort 1, 6, qui fait son deuxième appel récursif, un merge sort de 4, 6. De nouveau, merge sort de 4, 6 va faire des appels récursifs en descendant, et va fusionner en sortant. Ici, on a fini de fusionner la première partie du tableau, donc on a fini l'appel récursif à merge sort de 1, 6. Et on retourne dans la fonction principale, merge sort de 1, 12, qui va s'exécuter de manière identique sur la partie droite du tableau. Donc des appels récursifs, des fusions en sortie d'appels récursifs,
de nouveaux appels récursifs, de nouvelles fusions en sortie, une fusion générale et la fusion finale de la première moitié du tableau avec la deuxième. On terminera cette présentation du Trifusion par un moment plus léger avec cette bande dessinée de SMBC Comics où une jeune femme est la seule à travailler dans le département d'informatique et elle doit donc choisir avec qui elle va aller boire un café. Alors elle effectue un trifusion pour décider euh, quel candidat serait le meilleur. Elle finit par choisir Abou et elle lui dit, bon, c'est bon, j'ai fait un merge sort et c'est toi que j'ai choisi Abou. Et sa réaction, évidemment, est, mais pourquoi t'as fait un merge sort avec seulement 5 éléments? T'aurais vraiment sûrement dû utiliser un tri par insertion. Tout le monde se moque d'elle et elle finit par sortir avec quelqu'un du département d'histoire. Voilà, cela conclut cette présentation du Trifusion.